Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Caroline Barneau, je travaille au théâtre de Vidy-Lausanne en charge des projets artistiques. Au nom de toute l'équipe du théâtre et de Vincent Baudrier qui est actuellement en répétition de Bajazet de Franck Castorf, dont la première sera mercredi, je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette première assemblée du cycle Imaginaire des futurs possibles, conçu avec Dominique Bourg. Le théâtre de Vidy a à cœur de participer à sa manière au débat de la cité et aux préoccupations de son époque. Il le fait à travers les spectacles qu'il invite, qu'il produit, mais aussi en ouvrant la porte aux chercheurs, aux chercheuses et aux penseurs, aux penseuses, pour que le théâtre soit un lieu de débat. La question du futur est particulièrement pertinente et brûlante en ces temps d'urgence écologique, et elle est particulièrement pertinente aussi pour le théâtre, qui est le lieu de l'invention possible, le lieu possible des imaginaires. Imaginaire des futurs possibles, c'est inventé avec Dominique, mais aussi avec l'Université de Lausanne et avec la Fondation Zoën. C'est un cycle de 4 rendez-vous. L'après-midi, 7 artistes invités par Vidy et 7 chercheurs des 7 facultés de l'Université de Lausanne se retrouvent avec Dominique et des invités scientifiques pour un atelier de recherche croisée. Ils proposeront à la fin de la saison, dans tout le théâtre, un événement porte ouverte qui s'appelle le Théâtre des futurs possibles. Le soir, Dominique Bourg et ses invités, pas ce soir, il est seul, proposent un exposé sur un thème défini et ensuite à vous, assemblés, de réfléchir ensemble autour des tables que vous voyez là par petits groupes. Les modalités de participation vous seront expliquées tout à l'heure à la fin de la discussion de la présentation de Dominique. Ce soir, Dominique présente un état des lieux de la situation actuelle, ses contraintes et les opportunités pour penser le futur. Je laisse la parole à Sophie Swatton de la Fondation Zoën, partenaire d'Imaginaire des futurs possibles. Merci beaucoup Caroline. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc la Fondation Zoën est très contente de participer à cette expérience des imaginaires possibles. Dominique, ce soir. La Fondation Zoën, donc juste en quelques mots, a justement pour mission de soutenir des initiatives de transition écologique et solidaire qui soutiennent donc des projets inscrits dans, on va dire, le respect des limites planétaires. On ne va pas dépenser plus que ce que la planète peut supporter. Et donc, pour soutenir ces initiatives, on met en place des nouveaux dispositifs, nouveaux modèles économiques aussi. Mais on produit des savoirs, c'est le soutien des savoirs engagés, on produit des savoirs, mais ça ne suffit pas de produire des savoirs, il faut aussi les partager. Et comment est-ce qu'on partage ces savoirs? Alors sur les réseaux sociaux, oui, on les partage en vulgarisant, en sensibilisant, et puis aussi en faisant appel à d'autres formes de savoirs que les savoirs traditionnels, on va valoriser aussi les savoirs ancestraux, et des savoirs qui intègrent les personnes, qui font aussi appel à des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires dont on manque. On parle beaucoup de collapsologie, d'effondrement, mais ce qui nous manque aussi, c'est ces récits fédérateurs qui vont nous permettre de donner à voir ces initiatives, de les ressentir, de les exprimer, de les penser différemment. Et donc, en ce sens, la Fondation Zoën, c'est une évidence, est ravie de participer avec des chercheurs de l'UNIL, avec des artistes, avec des personnes engagées, avec un public actif et participatif, merci d'avance, à cette expérimentation. Et je conclurai en vous portant un message de la part des mousquetaires, qui sont donc font partie de la volée 3 de nos étudiants en master de durabilité de l'UNIL, qui seront tout à l'heure parmi vous, que vous allez voir défiler, qui seront là, caméra au point, pour faire des images, des plans, essayer de capter justement ces interactions avec vous. Et donc, si certaines ou certains d'entre vous ne sont pas d'accord pour être filmés, ne souhaitent pas passer à l'image, n'hésitez pas à venir vers eux, ils se manifesteront, et donc n'hésitez pas à le leur dire. Je vous souhaite une très belle soirée, et je passe la parole à nouveau à Caroline. Qui va passer la parole à Benoît Frein, vice-recteur de l'Université de Lausanne, également partenaire du cycle Imaginaire des futurs possibles. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Impressionnant de vous voir si nombreux. L'Université de Lausanne est très fière de s'associer à ce projet innovant
D'abord parce que y a des membres de l'Université de Lausanne, un peu honoraires pour certains, mais qui sont très engagés là-dedans. Et puis parce que l'Université de Lausanne produit des savoirs, comme ça a été dit par Sophie, mais elle est loin d'être une tour d'ivoire. L'idée, c'est comme un service public qui se respecte, de diffuser ces savoirs, de reconnaître que tous les savoirs ne sont pas produits par l'université, ils sont produits collectivement par toute une société, et que ces savoirs peuvent permettre d'affronter les immenses enjeux auxquels nous sommes confrontés, les enjeux de la transition écologique ou de la durabilité, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi, ce sont les récits. Vous savez que nos sociétés fonctionnent sur des grands récits, sur des grands mythes, comme celui du progrès, le mythe de Prométhée, ou celui de la croissance, particulièrement mis en question en ce moment. Et la recherche scientifique a montré que ce sont ces mythes qui font bouger. Il y a un psychologue social que j'aime beaucoup, il s'appelle Harald Welzer, qui appelle notre monde actuel le monde du toujours tout ou du toujours plus. Et il dit qu'à aucun moment, il dit qu'aucun mouvement social ne convainc ses adhérents et ses opposants par l'information ou en apportant des preuves scientifiques à sa cause. Non, il faut changer les récits qui sont à la base de la société pour que les choses changent. Et l'Université de Lausanne a déjà beaucoup travaillé sur des questions de récits, dans le cadre de Volte-Face, par exemple, un projet sur les transitions énergétiques, où on a travaillé avec la science-fiction, sur la prospective aussi. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu dans nos habitudes de travailler sur ces questions-là. C'est pour ça que nous sommes très intéressés à tout cela. Le Centre interdisciplinaire de durabilité que nous avons lancé en avril dernier a beaucoup travaillé avec les partenaires pour trouver les 7 chercheurs qui vont participer à tout ce projet. Il y a le service de médiation et de scientifique et de culture de l'UNIL qui travaille aussi notamment à la création d'un blog, je vous en parle dans un instant, et puis nos services de communication qui sont très impliqués puisqu'ils nous filment maintenant en direct, et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu trouver de billets ce soir, eh bien, ils peuvent suivre la soirée sur Internet et pourront le faire les prochaines fois également. Voilà, donc nous sommes très heureux de participer, et pour vous parler d'une partie particulière de ce projet qui est le blog Futur Possible, j'aimerais appeler sur scène Delphine Ducolombier et Nicolas Carrel. Merci beaucoup Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On est donc Nicolas et Delphine du service culture et médiation scientifique. On est ravis de participer à ce magnifique projet. Vous allez, en deuxième partie de soirée, initier donc des discussions vraiment très très riches. Et ça ne va pas s'arrêter après la soirée, bien sûr. Déjà, il y en aura 4. Mais entre ces soirées, vous aurez certainement envie de prolonger ces discussions. Et c'est pour ça qu'on a créé ce blog participatif, donc à la fois pour vous l'utiliser comme un outil pour continuer ces discussions, mais aussi pour l'ouvrir à toute personne qui souhaite contribuer, qui souhaite suivre ce qui se passe, donc vos amis et puis n'importe quelle personne sur la planète finalement. Donc voilà, il se présente comme ceci, sur base d'articles en fait qui viennent à chaque fois se superposer et puis enrichir le blog. Sur la colonne de gauche, vous pourrez retrouver tout ce qui concerne le cycle, donc du matériel pour vous préparer pour les prochaines rencontres, ce qui est filmé maintenant, une synthèse qui sera à chaque fois élaborée en commun entre notre monsieur fil rouge, Gabrielle Salerno, et puis Vami, l'illustratrice, qui va suivre tout le cycle et qui sera présente aussi les prochaines fois. Au milieu, c'est là que vous allez pouvoir justement faire passer vos savoirs, comme on en parlait tout à l'heure. Vous allez pouvoir contribuer, on va vous montrer comment. Et puis sur la colonne de droite, là, vous trouverez de quoi stimuler vos imaginaires.
Donc tout plein de références, à la fois des conférences, des livres, des chansons, des poèmes, tout plein de choses comme ça. Ce blog, il faut savoir, voilà, c'est une discussion assez inédite et il va permettre en fait à long terme de cristalliser toutes ces discussions pour archiver voilà, ces discussions d'acteurs tout à fait différents qui sont présents et aussi à l'extérieur. Donc on a à la fois des artistes, des scientifiques, des retraités, des grévistes du climat, des journalistes, voilà, toute personne, peut-être des politiques, tous citoyennes et citoyens. Voilà, comme vous êtes inscrit au cycle, en fait, vous avez été automatiquement inscrit à la newsletter du blog que vous recevrez 1 à 2 fois par mois, pas plus. Et elle vous permettra de recevoir directement les nouveaux articles, mais aussi les nouveaux podcasts et les films ou vidéos, notamment proposés par la Fondation Zoing. Donc là, vous avez l'inscription pour la newsletter, donc vous n'avez pas besoin de le faire, mais n'hésitez pas à dire à vos amis, à vos collègues, à vos familles de venir s'inscrire pour recevoir également la newsletter et pourquoi pas également eux contribuer. C'est la suivante. Voilà. Alors on a déjà 2 contributions qu'on a en avant-première été sollicitées. Sur la droite, on a un article sur l'état de la recherche en durabilité par Elsa Bernauer, qui est une étudiante à l'UNIL. Et puis, sur la gauche, vous voyez, on a eu la chance d'avoir un entretien avec Jacques Dubochet, comme tout le monde le sait, prix Nobel 2017, qui est très engagé sur ces questions et qui nous fait part, à travers un podcast, de sa vision de ce projet. Et bien sûr, donc là, c'est 2 exemples, mais vous allez voir que pour contribuer, ça peut être sous tout plein de formats différents. Vous pouvez vraiment vous lâcher. Voilà, donc des mots, bien sûr, une analyse personnelle ou un article, une contribution fine des nouveaux enjeux planétaires, mais aussi prendre la plume pour exprimer des pensées, des idées, un poème, pourquoi pas des contributions plus libres pour partager une magnifique balade en forêt qui vous a inspiré, une illustration, un dessin, une peinture, un compte-rendu d'une lecture qui vous a plu, 2-3 planches BD, un conte de votre cru, parler d'une relation avec vos plantes, ou les conversations avec votre chat, une déclaration d'amour à la terre, témoigner de votre rapport à la nature, une chanson de votre répertoire ou un field recording, c'est-à-dire une prise de son d'une ambiance avec le texte explicatif qui va bien. Alors il faut simplement que ce soit une création de votre part et évidemment respecter la charte de contribution que vous pouvez trouver sur le site. Alors voici pour les contributions, mais bien évidemment, si vous souhaitez également relayer une référence, un film qui vous semble assez juste sur cette question, vous pouvez tout à fait le faire parvenir soit par ce biais, soit directement par l'adresse email. Et évidemment, on nourrira la 3e colonne qui était la colonne des stimulations. Alors voilà, comment contribuer, c'est très simple. Vous trouvez dans le menu ou toujours à droite le bouton « Comment contribuer ». On arrive sur cette page un peu blanche, mais où vous retrouverez vraiment toutes les informations, la charte de contribution, et puis vous pouvez remplir le formulaire sur la droite. Ce formulaire, en fait, nous envoie un mail, et nous, on en fait un article, on reprend exactement ce que vous avez proposé. Et puis on fait ça le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est pas de l'instantané, mais il faut attendre 2-3 jours. Voilà, comme on l'a dit, là ça invite plutôt à un écrit, mais vous pouvez contribuer aussi, vous pouvez attacher des documents, voilà, tout plein de formats différents. Ben voilà, que dire de plus? Allez explorer le site. Bienvenue au cycle et bienvenue sur ce blog qui vous est destiné. Naviguez, partagez, tweetez et n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail. C'est votre site. Voilà, c'est parti. Merci et à tout de suite. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors pourquoi un théâtre des futurs possibles? Eh bien, si nous vivions une époque plan-plan, une époque où nous serions replets de certitudes, il n'y aurait aucun intérêt à imaginer le futur, puisque le futur serait identique au présent et l'imaginer ne serait qu'une occasion de déprime. Or, rassurez-vous, nous ne sommes absolument pas dans une époque plan-plan. On a tous la conviction, plus ou moins solide, que finalement, ce que nous vivons
aujourd'hui n'est pas durable, n'est pas tenable, et que nous allons très probablement devoir vivre autrement. Même les choses qui semblaient les plus acquises, par exemple le fait que la planète était vouée à une urbanisation constante, ben non, pas impossible d'imaginer que dans 20 ans, 30 ans, vous ayez à nouveau 30%, 40% de la population allouée à des tâches agricoles. Sur un plan physique, on a toujours des glaciers. Dans quelques décennies, du glacier d'Aletsch, il ne restera que quelques flaques. Et donc là, on voit bien que le futur n'est pas le présent. Alors maintenant, attention. Imaginez les futurs, essayez de discerner des futurs possibles, des futuribles, on l'espère souhaitables, parfois plus dystopiques, moins souhaitables. C'est un exercice extrêmement important, c'est le seul moyen d'essayer de donner un sens à ce que nous faisons aujourd'hui, à se guider pour contribuer à bâtir un monde différent, fût-ce dans une période secouée. Mais en tout cas, imaginer les futurs possibles, ça n'est en aucun cas, et faites bien attention à ça, ça n'est en aucun cas prédire l'avenir. Tout simplement parce que chaque fois qu'on s'est essayé à prédire l'avenir, eh bien, en général, on s'est totalement trompé. Je me souviens, il y a quelques années, on avait invité Hervé Lebras, un démographe, et il nous avait beaucoup amusé en reprenant historiquement les différentes prévisions de ses collègues du passé. En fait, aucune ne s'était avérée. Et même si l'on regarde, et ça c'est un des traits très marquants de l'époque dans laquelle nous sommes, eh bien c'est qu'effectivement, même la réalité physique est en train d'évoluer. Et donc là, on est sur un terrain plus ferme. Et effectivement, si on regarde les grandes tendances, comme le réchauffement, par exemple, effectivement, c'est assez solide, puisque les premiers modèles qui datent du début des années 70, donc ça fait 50 ans, nous ont raconté cette histoire, alors qu'à l'époque, nos sens nous en racontaient une autre. Mais même dans ce cas-là, la carte n'est pas le territoire, et nous aurons très probablement des surprises. Ce qui va advenir avec le pergélisol et le méthane, les hydrates de méthane, le CO2 qui pourrait s'échapper, ça reste un sujet d'incertitude. L'élévation du niveau des mers, même des papiers récents qui nous montrent des choses qu'on n'arrive pas à comprendre physiquement, mais qui pourtant apparemment se sont produites. Et puis évidemment, par définition, le vivant nous surprendra. Donc non, le problème ce soir, ça va être beaucoup plus modeste. On va essayer de dégager des opportunités. Il y en a. Des contraintes, on ne se refait pas. Et c'est un petit peu l'objet plus modeste que l'on s'est donné pour cette soirée, et puis aussi, d'une certaine manière, pour ce cycle. Alors, ce soir, je vais essayer de balayer très très large, et comme vous le savez, avec 3 séances successives, on reviendra sur la question de l'effondrement, on reviendra sur le rôle des techniques, et on finira par la question des paradigmes. Mais chacun de ces aspects-là, je vais un petit peu déjà les aborder ce soir. Donc, en fait, c'est essayer de discerner certaines des briques qu'on devrait retrouver dans l'édifice que nous allons devoir bâtir, ce qui est tout autre chose. Alors, on ne va pas revenir à un schéma dualiste. Le changement climatique, c'est tout autant culturel que naturel. Mais enfin, quand même, on va privilégier dans un premier temps, pour entrer dans le système qui est en train de bouger, les entrées naturelles, et ensuite, on va privilégier, toujours pour entrer dans le même système, les entrées plus ou moins sociales. Et pour quand même, si vous voulez, d'une manière un peu par anticipation, pour percer, je dirais, l'abcès de l'effondrement, parce que rassurez-vous, on ne va pas parler que de ça, mais disons surtout, en fait, quand on parle d'effondrement au singulier, on présuppose que certaines des contraintes dont je vais parler
vont se resserrer en même temps, ce qui n'est pas une nécessité, mais ce qui n'est pas non plus forcément improbable. Et puis surtout, en parlant d'effondrement au singulier, on imagine que ces contraintes vont, et tout ensemble, s'accélérer. Ce qui là non plus n'est pas une nécessité. Et donc on peut avoir, au bout du compte, une réalité assez semblable, avec des chocs plus progressifs, et au contraire, une réalité assez semblable, mais à laquelle on arriverait par des chocs plus brutaux. Donc ce n'est pas forcément intéressant que de se focaliser sur cette accélération. Alors, le premier paramètre, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je vais vous parler, mais rapidement quand même, de climat. Mais surtout, je voudrais essayer de relever certains traits qui sont vraiment importants pour comprendre ce qui est en train de nous arriver. Déjà, la première chose justement qu'il faut comprendre, parce que je viens d'en parler, c'est que ce qui se passe en matière de climat, c'est précisément une accélération, mais celle-là d'un changement complètement physique. Quand on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire et vice-versa, eh bien la température évolue en moyenne d'1 degré sur un pas de temps de 1000 ans. Là, si vous regardez ce qui nous arrive, depuis la fin du 19e siècle, la température, grosso modo, a augmenté d'1 degré et d'1 dixième. En fait, vous avez 2 dixièmes de la fin du 19e jusqu'au seuil des années 50. C'est la queue de comète de la sortie du petit âge glaciaire. Et du début des années 80 à aujourd'hui, donc en moins de 40 ans, on a connu une augmentation de la température moyenne sur Terre de 9 dixièmes. Donc pratiquement 1 degré en moins de 40 ans au lieu de 1000 ans. C'est ça qui pose d'énormes, vous imaginez bien, d'énormes problèmes. Et parfois, le fameux rapport SR15 d'octobre 2018 a parfois été lu assez curieusement, et on dit, ben voilà, 1,5 degré, c'est bon, on va y arriver, etc. Non, le 1,5 degré, dans tous les scénarios, c'est avec des émissions négatives. Et en plus, évidemment, depuis lors, les connaissances ont évolué. Et si vous regardez l'un des grands modèles au monde, celui de l'Institut Percival-Laplace en France, qui vient de connaître une refonte, eh bien, ce modèle et d'autres d'ailleurs, nous disent que les 2 degrés en 2040, vous m'avez bien entendu, les 2 degrés en 2040, c'est déjà joué. En fait, quand on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils n'expriment pas la totalité de leur pouvoir de réchauffement immédiatement, mais ils en passent par des rétroactions positives qui se déploient au gré des décennies. Et donc, si nous sommes à 1,1 aujourd'hui, et si dans à peine plus de 20 ans, nous serons à 2 degrés, là encore, vous pointez l'accélération. C'est-à-dire qu'on va reprendre pratiquement 1 degré, cette fois-ci en 20 ans, au lieu de 40 ans. Autre chose très importante, c'est le pas de temps en matière de climat. Imaginons que la température se stabilise au début du siècle prochain. Eh bien, elle va se maintenir, très probablement, à ce niveau pendant plusieurs millénaires, pour ensuite, pendant d'autres millénaires, très lentement redescendre. Donc on peut dire que le pas de temps est de 1000 ans. Et ça, on l'a compris que relativement récemment, il y a une quinzaine d'années, grosso modo. Donc là aussi, l'accélération d'un côté, mais la durée très longue des effets de l'autre. Et on va le voir juste après. Si l'on considère les effets en termes de vivant, évidemment, le pas de temps est beaucoup plus important. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, autre chose encore, très rapidement, je vous rappelle ce que signifient ces 2 degrés. Pourquoi conviendrait-il de ne pas s'éloigner de cette cible de 2 degrés? Pour 2 raisons. D'une part, c'est qu'à compter de ces 2 degrés, eh bien, on rend une dérive du système qui serait déconnectée de nos émissions plus probable. Ce n'est pas du tout une certitude, mais en tout cas, il y a une certaine forme de probabilité à l'évolution, indépendamment de nos émissions, vers une planète étuve, mais ce n'est qu'une probabilité, impossible de la calculer de façon un tant soit peu précise. Et puis, deuxième chose aussi très importante, c'est que
à partir du moment où on va excéder cette augmentation de la température moyenne de 2 degrés, eh bien, on va sortir du tunnel de variation de la température moyenne qui prévaut depuis 2 600 000 ans, c'est-à-dire depuis le début du Quaternaire. Donc en fait, toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre sont adaptées à un tunnel de variation dont le plafond n'excède pas plus de 2 degrés par rapport à la température que nous connaissions dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Ensuite, pour finir encore sur cette question du climat, mais pour bien comprendre l'enjeu, eh bien l'enjeu, c'est une modification de l'habitabilité de la planète Terre. Par exemple, la ville de Paris imagine déjà, alors, c'est imagine parce que vous ne pouvez pas du tout prouver ça, les modèles nous indiquent des moyennes, mais jamais de manière ferme les queues de courbe. Donc, quelles seront les températures maximales, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la ville de Paris se prépare à des maxima dès le début de la seconde moitié du siècle de 50 degrés. Premier trait, évidemment, c'est la montée du niveau des mers. Normalement, on devrait être entre 1 et 2 mètres, et comme je vous disais tout à l'heure, des surprises avec une élévation plus brutale et plus importante ne sont pas à exclure. Mais normalement, on serait plutôt dans cette espèce d'échelle d'une élévation de 1 à 2 mètres, ce qui est gigantesque en termes de suppression de terre, de recul du trait de côte. C'est tout sauf négligeable. À ça, vous ajoutez le fait que sur pas mal d'endroits sur Terre, et notamment pour toute la partie, si vous voulez, qui est juste au-dessus de la partie tropicale, et en fait, par exemple, tout le bassin méditerranéen est promis, mais pas seulement, une partie des États-Unis, etc., à devenir une zone vraiment très sensiblement aride. Évidemment, l'habitabilité de terres arides n'est pas la même que l'habitabilité de terres et d'un climat comme nous le connaissons ici, aujourd'hui, en Suisse. À ça, vous ajoutez effectivement des événements extrêmes, plus violents, peut-être dans certains cas plus nombreux, mais en tout cas plus violents. Ça, c'est sûr. Et par exemple, un régime des pluies beaucoup plus perturbé, avec des précipitations, comme ce qui est arrivé la semaine dernière dans le sud de la France. On a toujours le phénomène des pluies cévenoles, mais évidemment, avec le changement climatique, ça devient plus violent. Vous avez jusqu'à 50 cm d'eau qui peut tomber en quelques heures. Vous imaginez évidemment ce que cela donne. Et de manière générale, dans l'Atlantique, par exemple, vous avez des zones où on sait, dans la décennie, vous aurez probablement 2, 3, 4 cyclones de catégorie 5. Ce qui signifie que dans très peu de temps, ces territoires ne pourront plus être assurés. On assure des aléas, mais pas des probabilités fortes de survenue de dommages. Et puis, abordons le sujet le plus délicat, qui est celui de la nourriture. Et un des derniers rapports du GIEC nous le rappelle, la production de nourriture sur Terre va être sous tension. En 2016, on dénombrait encore que 650 millions de personnes qui souffraient de malnutrition, alors que la quantité de nourriture produite sur Terre, comme vous le savez, c'est 2 fois largement ce qu'il suffirait. Mais toujours est-il que, dans certaines régions, du fait du changement climatique, la production de nourriture chute et on est déjà à nouveau proche des 900 millions de personnes qui sont déjà insuffisamment nourries aujourd'hui. Et vous le savez, les plantes arrêtent leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. En ce qui concerne les céréales, elles sont très sensibles à la montée des températures dans les 30 degrés. Et donc, ça va être un domaine extrêmement sensible. Et puis enfin, je terminerai là-dessus pour le climat. On trouve ça depuis assez peu de temps dans la littérature. Ça fait 4-5 ans où on s'intéresse à l'accumulation chaleur-humidité. Et les études se fondent déjà sur les canicules que nous avons connues, Chicago 95, Paris 2003, Moscou 2010, Sydney 2007, etc. Et ensuite, après,
on projette en fonction des scénarios climatiques. Et donc, quand on est à un niveau bas d'accumulation chaleur-humidité, eh bien, ça peut poser un problème pour des gens fragiles, des gens âgés, ou au contraire, des enfants très jeunes. Et là, on est simplement confronté à une probabilité faible de mortalité. C'est tout simple à comprendre. Si notre température intérieure est de 37 degrés, si la température externe est de 45 ou 48, et si effectivement l'air ambiant est extrêmement humide, eh bien les capacités de régulation thermique du corps humain sont saturées, on ne respire plus, on n'évacue plus la chaleur de son corps. Évidemment, le corps chauffe et dès qu'on atteint ou qu'on dépasse les 41 degrés, on dépasse tout simplement sa propre vie. Donc, et là, dans un scénario cauchemar, j'espère qu'il ne se réalisera jamais, mais on serait à une planète entre 5 et 7 à 8 degrés de plus, évidemment, c'est même plus large que la zone tropicale, les zones sur Terre où vous auriez des dizaines de jours où le phénomène se produirait, c'est-à-dire qu'elle deviendrait tout simplement inhabitable. Donc là, je pense que j'en ai assez dit pour bien comprendre l'enjeu, qui est celui de l'habitabilité de la planète. N'hésitez pas à le dire autour de vous, parce que pas mal ne l'ont toujours pas compris. Et c'est un euphémisme. Le vivant, même chose, accélération. Il y a 10 ans, on n'avait aucune idée de ce que l'on constate depuis 2, 3, 4 ans, à savoir un effondrement des populations d'insectes. On n'en avait mais absolument aucune idée. Première étude, c'était celle de PLOS ONE, il y a un peu plus d'1 an, qui concernait une région dans le nord de l'Allemagne, où quand on faisait, depuis une trentaine d'années, on faisait des prélèvements avec des petites boîtes pour ramasser, si vous voulez, les insectes volants, et d'année en année, eh bien, on a vu la quantité systématique d'insectes piégés diminuer. Et on a évalué entre, ça dépend des saisons, entre 75 et 85, grosso modo, la baisse des populations de ces insectes volants. Une autre étude, cette fois-ci à l'échelle de la planète, et non pas sur les insectes volants, mais les insectes toutes catégories, et bien là, avec 73 points d'observation au monde, où effectivement, là aussi, depuis plus d'1 siècle, on a des séries statistiques très viables de prélèvements sur les populations, eh bien, on estime que 41% des espèces d'insectes, toutes catégories confondues, connaissent déjà un taux de déplétion de leur population annuelle de 2,5. C'est-à-dire qu'en 3 décennies, ces populations ont disparu. En d'autres termes, c'est 1% aussi qui se rajoute chaque année, en d'autres termes, le vivant s'effondre autour de nous. Donc que le vivant s'effondre autour de nous et qu'on continue à rester bien plan-plan, en allant chercher sa pitance à la Migros, à heure fixe, ça paraît assez ambitieux. J'ai bien peur que ça ne soit pas le cas. Et là encore, c'est vraiment une surprise. Et le pas de temps, cette fois-ci, c'est le million d'années. En ce qui concerne les extinctions qui nous ont précédés, et en général, quand on parle d'extinction de masse dans l'histoire du vivant sur Terre, lorsque, en général, un pas de temps très 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 long, eh bien, on a à partir, pas jusqu'à 75% des espèces qui disparaissent. Et évidemment, le temps de reconstitution est de 5 à 10 millions d'années. Donc le pas de temps, cette fois-ci, ce n'est pas 1000 ans, c'est 1 million. Et évidemment, le changement climatique accélère les effets destructeurs de nos activités par rapport à la biodiversité de manière générale. Ensuite, imaginons les ressources. Et là, la ressource des ressources, c'est l'énergie. C'est par l'énergie que l'on peut aller capter d'autres ressources. C'est par exemple notre disponibilité énergétique qui va décider de la quantité de métaux que nous serons encore capables d'extraire et de traiter à l'avenir. Alors vous le savez, eh bien, nous autres humains, nous ne produisons pas d'énergie, nous la captons, la transformons et la transportons, ce qui à chaque fois appelle un coût énergétique. Alors, le scénario cauchemar, mais franchement incalculable. Donc vous l'avez compris, la formule clé en matière d'énergie, c'est le ratio entre ce que j'investis
et ce que je récupère. Évidemment, on a mangé notre pain blanc il y a 30 ans, 40 ans. Quand j'investissais un baril de pétrole, j'en récupérais 100. Pour le pétrole conventionnel, c'est entre 15 et 20 aujourd'hui. Donc, c'est plus du tout la même donne. Eh bien, ok, ça, c'est quand on calcule l'énergie que j'utilise directement pour aller en chercher. Mais si j'ajoute l'énergie nécessaire aux infrastructures, au raffinage, au transport, tous les employés et l'énergie qu'ils dépensent pour faire fonctionner les industries extractives de transformation, etc., ben, il est fort probable qu'on ne soit pas très loin de l'équilibre. Alors évidemment, ça serait le scénario cauchemar. Parce que si un jour on finissait par utiliser plus d'énergie qu'on en retire, ça ne durerait pas indéfiniment. Donc là, on aurait un clash, un effondrement, si vous voulez, brutal, global. Mais encore une fois, on n'en sait rien. C'est des calculs qui sont infaisables de façon tout à fait ferme. En revanche, ce qui est alors là beaucoup plus probable, c'est que toute la croissance qu'on a connue après-guerre, c'est essentiellement le pétrole, et on a eu même des années avec une croissance qui est allée jusqu'à 9%. Et donc, la croissance générale, les 5% des pays industriels de l'époque, eh bien, est vraiment liée à cette manne pétrolière et à la croissance avec laquelle, annuellement, on en a accru l'exploitation. Les choses risquent de s'inverser. Aujourd'hui, on extrait chaque jour 100 millions de barils. Sur ces 100 millions de barils, depuis 2006-2008, on n'en extrait plus que 3/4, 75, grosso modo, ça peut varier d'1 ou 2 millions par jour, de pétrole conventionnel. Le reste, c'est les huiles lourdes, le pétrole offshore, les huiles de schiste, le gaz de roche-mer liquéfié, etc., les sables bitumineux de l'Alberta, etc., etc. Tout gisement beaucoup moins généreux, avec en général aussi des temps d'exploitation beaucoup plus courts. Nécessairement, nos 75 vont retomber, avec un taux de déplétion de 6 à 8% par an. 2 fois l'effort qu'il faudrait consentir en prenant le scénario du GIEC le plus important, baisser de moitié nos émissions à l'échelle mondiale entre 2020 et 2030. Donc effectivement, si cela devait nous arriver, et c'est tout sauf improbable, eh bien on aurait un choc annuel extrêmement puissant, parce qu'on ne pourrait pas pallier avec le non conventionnel. Par exemple, simplement, depuis plusieurs mois, la production des États-Unis en huile de schiste et en gaz de roche-mer liquéfié, 12 millions de barils le jour, c'est la même chose que ce que l'Arabie saoudite extrait, c'est énorme, plafonne. Donc voilà, là, on est sur des choses assez complexes. Et vous le voyez bien que là, le tableau, il est quand même assez sinistre. Maintenant, tournons-nous du côté, toujours en regardant le même système, l'association Société humaine, système Terre, mais cette fois-ci en prenant les entrées sociales classiques. Et vous allez voir que là, il y a des choses plus sympathiques, mais de manière générale, les défis ne sont pas moins importants. Et on va commencer par l'entrée économie-finance. Grosso modo, la masse monétaire allouée à des transactions portant sur des biens et des services, c'est 60 à 70 fois moins que les transactions purement financières. C'est-à-dire que notre économie vit avec une bulle financière extrême qui ne repose plus sur rien du tout. Et la plupart des fortunes faites au monde se font sur cette bulle financière qui, au-delà de ça, fait totalement écran vis-à-vis de la donne physique. Il est tout sauf improbable, et c'est même un euphémisme, que dans un délai impossible à fixer, cette bulle explose. Mais elle est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était en 2008. Et les banques centrales n'auraient plus la capacité qu'elles ont eue à l'époque de création monétaire et d'endettement public. Donc voilà un point de
fragilité. Et évidemment, comme nous sommes dans un système où tout est en flux tendu, la ville de Lausanne, comme les autres villes au monde, a peut-être un maximum de 2 jours de stock de nourriture pour ses habitants. Et si la monnaie vient à manquer, ce sont les transports qui manqueront derrière. Si vous avez des émeutes, des pillages, en général, on anticipe la chose et on l'empire par certains phénomènes psychologiques, il est clair que là, on pourrait rentrer dans une dynamique d'effondrement, alors que pourtant, par ailleurs, la donne physique n'aurait pas changé. Donc attention, c'est un aspect non négligeable des problèmes qui nous concernent. Et par rapport au système, on est une espèce de hub, parce que tout passe aujourd'hui par la donne monétaire. Donc si elle vient à s'effondrer, c'est les flux physiques derrière qu'on n'arrive plus à assumer. Là, on est vraiment, pour le coup, dans la systémique. Autre domaine avec lequel il faut compter pour imaginer l'avenir, c'est le paysage aujourd'hui de l'information. Parce que ce paysage-là est très différent de celui qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Où en fait, grosso modo, dans les différents pays occidentaux, on avait des chaînes publiques ou parapubliques pour prendre des choses plus récentes, mais j'ai cet exemple du journal en France de TF1 qui, dans les années 80, fin des années 80, était suivi par 14 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est maximum 2. Eh bien, il y avait une espèce de plat commun d'information. Alors, je ne vous dis pas que l'information de TF1 était d'une fiabilité parfaite, mais en tout cas, c'était plus sur l'interprétation et la présentation des phénomènes qu'on pouvait avoir à redire. Mais en tout cas, entre TF1 et les grands journaux et les grandes radios, le monde était le même. Et puis, même si vous aviez la paresse de regarder ce genre de journal, rien ne vous empêchait de compléter par la radio, d'approfondir par la presse écrite. Il était bien question des mêmes sujets. Eh bien, vous le savez, aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Le monde de Donald n'est pas le vôtre. Demandez-lui où est la Syrie ou le Kurdistan. Vous voyez à peu près ce qu'il va pouvoir dire, et malheureusement, c'est beaucoup de Nord-Américains qui sont dans cette situation. Si vous demandez à un Nord-Américain où est le Canada, en général, il va trouver que c'est à côté de la Suisse. Et je ne plaisante pas, j'ai fait l'expérience il y a encore quelques jours. Alors, évidemment, c'est très difficile de construire une démocratie quand vous n'avez plus la possibilité de partager un monde commun. À cela, vous ajoutez la manière dont fonctionne le web, sur les millions d'informations identifiées par un algorithme, elles sont classées en termes de popularité. C'est franchement pas l'information la plus intéressante qui va être classée en premier, je vous le dis tout de suite. Donc si vous êtes en premier sur Google, interrogez-vous sur la pertinence de ce que vous racontez. Ensuite, les moteurs de référence sont très pauvres sur un plan sémantique. C'est à peu près comme les modèles de l'économie néoclassique. Il y a un produit à vendre, un acheteur, un vendeur, ça marche. Aïe, 2 acheteurs, c'est foutu. 3 acheteurs, 4 produits, et 6 vendeurs, le modèle s'effondre. Eh bien, c'est à peu près pareil pour les moteurs de référence. Donc, en fait, ils vous ramènent toujours au même. Franchement, pour l'aspect critique et l'enrichissement de l'information, on fait mieux. Et donc, bien sûr, ils ont fragilisé. Le web a fragilisé très hautement nos démocraties. Difficile d'imaginer certains leaders populistes à la culture d'une amplitude extrême sans les réseaux sociaux et sans les... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il peut y avoir un très bon usage, attention. Mais n'empêche que si l'on regarde cet aspect-là, il est plutôt négatif et il rend la chose très très difficile. Il est incompréhensible de comprendre le climato-scepticisme aux États-Unis si vous n'aviez pas ce phénomène. Il n'y a pas que celui-là. Comme vous le savez, les grandes entreprises, ça a été encore rappelé récemment par le Parlement américain. Comme vous le savez, dès les années 70, Exxon a fait travailler de très bons chercheurs sur le changement climatique.
ce qu'ils ont raconté sur ce que serait à peu près le climat aujourd'hui, ils ne se sont pas trompés. Mais évidemment, Exxon en a profité pour mentir. Il avait vraiment une raison de mentir. Là, la raison de mentir était excellente. Si évidemment on avait sorti et dit ça aux gens, et si on en avait convaincu, je pense qu'on n'utiliserait pas aujourd'hui autant d'énergie fossile qu'on en utilise. Donc on s'est servi de ce savoir pour masquer à la population. Et encore une fois, sans l'enfermement dans les niches informationnelles, ça n'aurait pas été possible. Donc le pourrissement de nos démocraties a des raisons en fait assez profondes et qui rendent très difficile la réaction par rapport aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça fragilise les formes de réaction intelligentes. C'est vraiment une des briques avec lesquelles on va devoir quand même construire le futur. Ensuite, je retiendrai comme autre aspect celui des États. Quand on voit nos États très sympathiques qui se battent depuis la Convention cadre, la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est-à-dire depuis 1992, vous savez que nos États sont fantastiques. Et depuis 1992, ils se sont engagés à limiter le changement climatique. Vous connaissez le résultat. En fait, il n'a cessé d'empirer. Alors, si vous regardez bien la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il n'y a absolument aucune difficulté à comprendre la situation d'aujourd'hui. Dans son alinéa 5, article 3, la Convention nous dit bien que, oui, lutter contre le climat, c'est intéressant, bien sûr, mesdames, messieurs, c'est un vrai problème. Il est tout à fait sérieux. Enfin, quand même, on ne va pas ralentir le commerce international pour autant. Or, je suis désolé de vous le dire, mais le commerce international, c'est la pompe à flux de matière et énergie. Imaginez que vous alliez voir un médecin, il vous diagnostique une maladie, il dit, ben voilà, le médicament idéal pour cette maladie, c'est le médicament Tartampion. Il n'est absolument pas question que je vous l'administre parce que c'est contraire à ma religion. Ce serait un médecin tout à fait génial. C'est à peu près la situation des États. Et en plus, les États n'ont absolument pas les moyens de faire ce qu'ils disent. C'est pourquoi ils sont tous hypocrites. Et en général, quand ils s'engagent, c'est en termes d'émissions directes sur leur territoire. Déjà, ils n'y arrivent pas. Mais en fait, par exemple pour la Suisse, l'empreinte carbone de chaque individu, par ses achats, c'est 2 fois sa contribution aux émissions directes sur le territoire. Et là, l'État n'a aucun moyen d'agir là-dessus. Donc en fait, ça ne va pas faire plaisir aux aficionados du municipalisme libertaire, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans une réaffirmation du pouvoir des États. Impossible de contrôler les flux sans une réaffirmation du pouvoir des États. Mais évidemment, la réaffirmation du pouvoir que j'appelle de mes voeux, c'est pas du tout celle de l'administration Trump, ni d'une lumière comme Bolsonaro ou d'un homme honnête comme Erdogan. Évidemment, ce sont des États participatifs, etc., bien sûr, qui s'appuient sur la donne scientifique. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mais sans cette réaffirmation-là de la puissance publique, on ne s'en sortira pas. Là, c'est une des briques importantes. Et vous allez dire, mais c'est affreux, vous revenez au traité, à l'État westphalien, sa souveraineté sur son territoire, et le reste n'en a rien à faire. Non, au contraire. On ne pourrait arriver à une politique globale que si vous avez des États qui peuvent l'exercer sur leur territoire. Si vous avez des États faibles qui n'ont aucun poids sur leur territoire, comment voulez-vous qu'ils construisent une politique globale? Et là, distinguons bien politique globale de politique mondiale. Mondiale, ce sont les échanges. Alors, il ne s'agit pas de supprimer tous les échanges, mais on a un commerce aujourd'hui qui est très particulier puisqu'il a comme principe fondamental de s'abstraire de toute frontière et de toute géographie et de considérer la Terre comme un unique atelier. Évidemment, avec cette conception-là, on ne peut pas s'en sortir. Donc, encore une fois, la réaffirmation de la puissance publique, ce n'est pas du tout ce qui va aller à l'encontre de politique internationale et globale. C'en est au contraire la condition sine qua non, ce qui est très différent. Problème extrêmement important, c'est celui des inégalités. Et je dirais que c'est celui c'est un de ceux qui va rendre nos actions extrêmement difficiles.
En fait, il y a un recoupement, pas parfait, mais au moins indirect, quand ce n'est pas très souvent direct, entre les inégalités environnementales et les inégalités sociales. Les inégalités sociales, vous pouvez toujours les ramener, y compris en termes de formation, de culture, etc. Vous pouvez toujours les ramener à des inégalités environnementales. Et effectivement, aujourd'hui, certains vont vous dire, bah, c'est simple, si on veut s'en sortir environnementalement, la solution est limpide. Il suffit, comme disait Jean Carmet, de flinguer tous ces salauds de pauvres. Alors je vous arrête tout de suite. Si jamais, par malheur, vous entreteniez ce genre de fantasme. Tout simplement pourquoi ? Bah, vous connaissez ce chiffre. 10% de la population mondiale émettent 50% des gaz à effet de serre. 50% de la population mondiale, les plus pauvres, n'émettent que 10%. Flinguer les plus pauvres, vous n'aurez gagné que 10%, dont vont s'emparer très rapidement les 1 ou 2% qui coiffent le panier. Donc, je suis désolé, mais on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit de solide sur cette terre en matière d'environnement sans le faire avec les pauvres. Et très probablement en devenant un peu plus pauvres nous-mêmes. Bon, c'est la solution à la Rousseau, mais elle avait quelques avantages. Ce qui, évidemment, vous imaginez, sur un plan électoral, m'a fait atteindre des sommets. Alors, autre donne très importante, évidemment, tous nos partisans de la croissance verte, de la croissance qualitative, de la croissance sélective, de la croissance tartempion, et allez-y, tous nous disent, braves gens, ne vous faites aucun souci, la solution, c'est dans les techniques. Un certain Bertrand, que d'aucuns connaissent ici, s'est fait fort dans cet exercice. Maintenant, je n'ai rien contre les techniques, que la chose soit claire. Je n'ai pas pour prétention de finir mon existence à quatre pattes à brouter l'herbe dans les champs. Et je pense ne pas être le seul à refuser une telle éventualité. Non, il ne s'agit pas de ça. On ne peut rien faire sans technique, que la chose soit claire. Le propre des êtres humains, c'est que leurs relations au milieu, et même avec eux-mêmes et avec les autrui, sont de plus en plus médiatisées par des techniques. Mais en revanche, le problème, c'est simplement de ne pas leur demander ce qu'elles ne peuvent pas donner. Et en général, quand on parle de développement durable, alors, il paraît qu'il existe toujours des experts du développement durable, ça me fait vraiment rire. Mais bon. Quand on parle de développement durable, eh bien, on cherche le Graal. On va découpler. C'est-à-dire, c'est très simple, on va continuer à se goinfrer en mangeant de moins en moins. Ça, c'est une équation d'économiste néoclassique. Je ne la soutiendrai pas pour ma part. Qu'est-ce que nous permettent les techniques ? Premièrement, elles nous permettent de produire à l'unité des biens et des services avec moins de ressources. C'est génial. Un bien et un service avec moins de ressources, produit avec moins de ressources, c'est un bien et un service moins cher. Qu'est-ce qui arrive à un bien et un service quand il est moins cher ? Il y a plus d'acheteurs. Et on l'utilise plus. Donc ça veut dire, ne dites pas ça aux ingénieurs, c'est la déprime assurée, plus vous faites des efforts pour que vos biens et vos services soient économes, plus on consomme. Et c'est effectivement un des moteurs de la croissance économique. Alors après, deuxième chose, génial avec les techniques. Ok, il y a plein de fonctions humaines par rapport auxquelles on peut inventer les biens et les services techniques nouveaux. L'iPhone, les smartphones n'existaient pas il y a quelques décennies. Ok, mais chaque fois que vous le faites, vous suscitez des flux de matière et des flux d'énergie supplémentaires. Et puis troisième chose, alors ça c'est le truc vraiment génial, on est capable partiellement de remplacer un service écosystémique. Là on a fait très fort, c'est au début du XXe siècle, avec le procédé Haber-Bosch qui nous a permis de synthétiser l'azote de l'air. Avant il fallait aller chercher du guano, il fallait pousser les bestioles à faire leurs besoins pour qu'on puisse quand même se nourrir. Là non, la manne est quasi infinie. Ok, mais du coup,
Quand vous regardez les limites planétaires, celles des limites qui sont les plus dépassées sont celles des flux d'azote et de phosphore. Donc, OK, si on a accès à une chose sans quasi-limite dans un côté, on bouleverse complètement les équilibres du système Terre. Donc, on ne peut pas tout attendre des techniques. Grosso modo, elles ont plutôt souvent tendance à déplacer un problème et à en recréer un autre après. Et en tout cas, des techniques qui permettent de se goinfrer avec de moins en moins de matière, ça, on n'a jamais vu. Et je vous dirais qu'il y avait un petit découplage dans les années 80, années 90. Aujourd'hui, c'est un surcouplage. C'est-à-dire que depuis 2000, la croissance du PIB est moins rapide que la consommation de ressources à l'échelle mondiale. Alors, aller chercher la croissance qualitative, à part le fait d'aller chez le psychiatre à pied, oui, c'est sûr, mais ça va devenir difficile. Alors, enfin, on va plutôt terminer sur une note positive. On va parler de paradigme. Et vous avez vu, les techniques, c'est un des thèmes qu'on va traiter avec Bernard Stiegler et Mathieu Arnoux, un excellent historien. On traitera la question de l'effondrement avec Cynthia Fleury et Arthur Keller. Et on traitera avec Virginie Maris et Guillaume Loger la question des paradigmes. Le paradigme, c'est un peu la construction du monde comme ça, qui est une espèce de proto-récit et qui permet de donner un sens et puis, je dirais, de discerner l'orientation comme ça d'une civilisation. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais si vous voulez, fin 16e, début du 17e, on a construit un paradigme extrêmement puissant, qui est le paradigme moderne, et qui était en rupture totale avec nos sens, et ce que nos sens nous disent. C'était l'idée selon laquelle, en fait, la nature autour de nous n'était qu'un agrégat de particules matérielles, extérieures les unes aux autres, sans intériorité, donc sans pensée, sans sens, sans sensorialité. Donc, le monde n'était qu'un tas de matière inerte, uni, pensait-on, par une loi, tout d'abord la loi du mouvement, son Galilée, ensuite la gravitation universelle. Et donc, si le monde n'est qu'un agrégat de particules matérielles, eh bien, les animaux, comme nous l'a appris Descartes, ne sont que des machines, et surtout, nous ne sommes pas des animaux. Nous n'avons rien à voir avec la vie sur Terre. Vous m'entendez bien? Nous n'avons rien à voir avec la vie sur Terre. La vie est mécanique, elle est stupide, opaque, elle ignore le sens, au sens aussi bien de l'intellect que de l'orientation, et donc elle nous est complètement étrangère. Et là, ce paradigme nouveau, eh bien, recouvrait la manière dont on avait fini par interpréter les relations entre l'humanité et la nature selon le livre de la Genèse. On avait fini par focaliser sur un seul passage, Genèse 1, 26, 28, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est tout à fait flatteur, et de ce fait-là, vous êtes conduits à dominer tout ce qui vit sur Terre. Alors là, je vous assure qu'il y en a qui n'ont pas attendu qu'on leur répète. Ils y sont allés comme des malades, et ils ont commencé à tout détruire. Et donc, effectivement, c'était clair. Le progrès, c'est tout artificialiser. Dès que je vois un bout de nature, paf, Sarah Palin depuis son hélico, je flingue. Ça, c'était le progrès. J'eus aimé une autre conception du progrès. Enfin bon, c'est celle qu'on a manifestement retenue. Voilà. OK. Eh bien, je vous dirais que donc l'idée qui sort de ce paradigme, c'est que nous sommes étrangers à la vie. Nous n'avons rien à voir avec la vie, et progresser, c'est nous arracher à la vie et donc la détruire. Demandez au docteur Laurent Alexandre, lui, il en est toujours là. Or, depuis le XIXe siècle, on voit autour d'une autre discipline, concernant le vivant et d'autres disciplines, parce qu'il n'y a pas que la biologie, eh bien on voit s'esquisser une façon très différente de concevoir la nature. Et de même que la première s'est instillée, y compris dans la vie quotidienne, dans des métaphores, des manières d'user le langage, dans nos attitudes vis-à-vis des animaux, etc., de bons historiens nous ont montré ça, eh bien c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, mais avec une toute autre manière de voir les choses. Ça commence par Darwin. Alors je sais bien, la sélection naturelle, plus mécanique, tu meurs, mais toujours est-il qu'elle a reconduit l'humanité dans la nature. Selon Darwin, l'espèce humaine est un des fruits de la sélection naturelle,
C'est une espèce naturelle parmi d'autres. Un siècle plus tard, deuxième moitié du XXe siècle, c'est cette fois-ci l'éthologie, l'étude du comportement animal, qui nous montre qu'il n'y a aucune faculté dont on prétendait qu'elle était exclusivement humaine. La parole, la politique, la culture, le maniement des outils, le sens moral, etc. Non. On en trouve toujours, au moins, une préforme, une forme de préexistence chez certaines espèces animales. Et puis dans certains cas, c'est quasi universel. Le maniement de l'outil est très répandu, il n'y a pas d'espèces qui ne communiquent pas, etc., etc. Donc là, deuxième conclusion, non seulement nous sommes une espèce naturelle, mais nous sommes franchement une espèce naturelle comme les autres. Et puis arrive la biologie végétale. Alors ça, c'est fantastique. Parce que quand même, bon, nous sommes des animaux, soit, mais vous n'allez quand même pas nous confondre avec les plantes. C'est le lumpenprolétariat du vivant. Elles font la production primaire pour que les animaux, eux, prennent leurs aises. Nous ne sommes pas des plantes. Au moins, là, il y a une différence de nature entre elles et nous. Et patatras. Ce que nous montre la biologie végétale, c'est que les plantes communiquent, ont des stratégies, etc., de manière un peu globale. Elles sont, passez-moi l'expression, mais elles ne sont pas plus connes que nous. Mais elles le font sans organes d'une manière systémique, ce qui est assez surprenant. Peut-être ça pourrait inspirer certains dont les capacités cérébrales sont faibles. Mais, en fait, ça, aujourd'hui, est en train de... Cette idée qu'effectivement, nous sommes un, c'est-à-dire je crois qu'on a 70% des gènes de la banane. Attention, j'en vois déjà, enclin à la facilité. Mais nous faisons un avec le vivant. Et, si j'ose dire, mais, excusez-moi, mais ça pète de partout aujourd'hui. Regardez la sensibilité animale. En 20 ans, il y a 20 ans, alors moi le premier, on était tous des viandards. Là, si j'ai un steak dans mon assiette, la culpabilité est terrible. Je n'arrive même plus à le manger. Et ça se diffuse. Ça se diffuse. Regardez l'amour qu'on voue aux arbres. Aujourd'hui, embrasser un arbre, fut-on professeur d'université, ça ne vous conduit plus à l'asile. J'ai eu chaud. Heureusement que ce que je dis n'est pas totalement faux. Regardez la sylvothérapie qui s'est développée dans les années 60 au Japon et qui a tendance à se répandre en Occident. Certaines études, une très belle étude du Lancet, nous montre que si vous comparez deux corps d'individus, l'une qui déploie son existence dans un milieu végétalisé, arboré, avec présence des animaux, et un autre dans un milieu complètement minéral, certaines places lausannoises, eh bien, les statistiques en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de délinquance même, ne sont pas les mêmes. Regardez l'affirmation aujourd'hui, mais partout au monde, enfin presque, des droits de la nature. Il est même question, dans certains cercles secrets, de conférer une personnalité morale aux lémans. C'est un scoop. Je serai parti très tôt pour que personne ne me pose la question. Regardez une encyclique comme l'encyclique Laudato Si, où il y a un retour au panenthéisme. Le pape affirme le fait que Dieu est présent dans la nature. Ce n'est pas Deus sive natura, ce n'est pas l'équivalence entre Dieu et la nature. C'est le fait que Dieu est présent à la nature. Et regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez eu un synode en Amazonie. Même Jean XXIII se serait pendu. Le pape François, il y va là, hein, il va vraiment assez loin. Je pense que je ne vais pas tarder à lui acheter une coiffe d'Indien. Regardez le retour aujourd'hui de la question du chamanisme. Il est même possible aujourd'hui de faire parler des chamans dans une collection des presses universitaires de France. Je vous assure que ça n'a pas été simple. Etc., etc. Et je ne vous dis pas que c'est homogène, je ne vous dis pas que c'est la même chose. Je vous dis simplement qu'il y a une analogie entre l'ancien paradigme et ce qui semble être un nouveau paradigme, même s'il est très minoritaire. On a une évolution des savoirs qui débouche sur une évolution des sensibilités. Et prenez aussi la permaculture, très important, puisque c'est une sorte de mixte entre la science des écosystèmes
et la pratique des aborigènes. Et vous avez vu récemment, aussi bien le GIEC que son équivalent pour la biodiversité, l'IPBES, conseillent de façon générale, d'une part, le respect des peuples premiers, et nous suggèrent de nous inspirer et de leur savoir-faire et de leur sagesse. Ça va loin. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose et que nos sensibilités sont en train de changer et qu'il y a là des ferments très positifs pour reconstruire in extremis une sensibilité qui peut être associée au courage de la part de la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui pour éveiller le reste de la société, pour nous interdire de nous abîmer et de construire une civilisation à nouveau ancrée et positive. Merci de votre attention. Gabriel. Alors, excusez-moi, on va écouter Gabriel qui va nous réexpliquer comment les choses se passent, hein, c'est ça? Bon. Ça va venir. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend bien. Donc peut-être on va juste laisser quelques minutes, une ou deux, pour les questions. Alors j'insisterai juste, les questions de sens. Donc si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voulez quelques précisions sur ce qu'a dit Dominique Bourg, mais pas des questions de débat, je vous propose de réserver ces questions de débat aux tables participatives que nous aurons tout à l'heure. Donc voilà, quelques minutes juste pour une ou deux questions. Tu vas me laisser le micro parce que j'ai déjà débranché ça, j'ai complètement oublié. Merci. Ah, il n'y en a pas d'autres? Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je suis désolé, je l'ai déjà débranché. Merci pour votre exposé. Moi, je ne suis pas familière avec le concept du pas de temps et j'aurais besoin que vous le réexpliquiez brièvement. Alors, c'est tout simplement l'idée que les conséquences de nos actions vont s'étendre sur une période longue. Au début des années 90, début des années 2000, on pensait que le changement climatique serait relié à la durée d'une molécule de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est un siècle et demi. Donc on pensait, qu'on avait une mauvaise période à passer et on ne voyait pas du tout les choses comme on les a vues à partir, grosso modo, des années 2008, 2009, 2010, jusqu'à... Voilà. Et je me souviens par exemple d'un papier de Thomas Stocker de 2013 sur justement les fenêtres d'action qui se ferment. À partir du moment où, en fait, la perturbation qu'on induit quant au cycle du carbone sur Terre est une perturbation au très long cours, ça signifie deux choses. Ça signifie premièrement que plus tard on agit et plus haut est le niveau auquel on peut espérer stabiliser la température. Ça signifiait qu'en fait, qu'il devenait très urgent d'agir. Plus l'effet est long, et plus la nécessité d'agir, elle, se raccourcit. C'est ça l'idée du pas de temps. C'est que les fenêtres d'action se refermaient. Et l'autre, c'est qu'effectivement, on prend des responsabilités très lourdes, puisqu'on entraîne des conséquences sur le très long cours. Et comme vous l'avez vu, quand on ajoute au climat les effets du climat sur le vivant et nos autres causes de dégradation du vivant, là, cette fois-ci, on est sur des conséquences qu'on va mesurer, quand on parle de disparition des espèces, à une échelle de millions d'années. Donc c'est ça que ça veut dire, si vous voulez. Donc c'est à la fois paradoxal, c'est-à-dire que les dégradations qu'on opère, on les opère sur un temps très long, donc nos bêtises, ce n'est pas un petit moment à passer, mais c'est en fait une transformation pour de multiples générations, un nombre indéfini de générations de la Terre. Et le fait que l'on porte à des conséquences aussi longues en termes de temps, fait qu'en même temps, du côté de l'action, il faut agir d'autant plus vite. Parce que puisque le phénomène a une inertie très très forte, plus on tarde à agir, et plus
plus haut est le niveau auquel on peut stabiliser le problème. Plus destructeur est le niveau auquel on peut stabiliser le problème. Donc c'est extrêmement important cette question de pas de temps. Je ne sais pas si je voulais mieux expliquer, mais en tout cas c'est fondamental. En 2 mots, il faut agir très vite, et les bêtises qu'on fait, c'est pour très longtemps. Oui, c'est lié à l'inertie, bien sûr. C'est lié à l'inertie. C'est-à-dire que, en fait, les perturbations du cycle du carbone sont très longues. Par exemple, dans 10 000 ans, il y aura toujours 35% des gaz à effet de serre qu'on aura émis. Et dans 100 000 ans, vous aurez encore 7%, et 7% que la biosphère, si on se fie aux travaux d'Archer, que la biosphère n'arrivera jamais à résorber. Y aurait-il encore une seconde question? Peut-être. Alors on en prend peut-être encore une. Merci. Vous avez parlé, par rapport à notre économie, si vous voulez, de cette énorme bulle qui pourrait éclater et qui a éclaté, comme vous avez dit, en 2008 et que les banques ont réussi à rattraper. Mais vous parlez d'une énorme bulle qui éclate. Est-ce que vous sous-entendez donc, si vous voulez, l'économie sur laquelle on se base, sur laquelle ce monde se base, est donc par essence éphémère, vu que la bulle peut éclater? D'après certains économistes, franchement, je ne suis pas spécialiste du sujet, elle ne peut qu'éclater. Et ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, puisque à partir de ce moment-là, la monnaie n'a plus aucun fondement. Elle est totalement déconnectée des activités. Dans toute l'histoire, si vous voulez, par exemple, quand vous aviez une monnaie qui était une monnaie solide, bien, le volume de cette monnaie, évidemment, limitait les échanges. Et aujourd'hui, vous avez en fait la configuration inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une création illimitée de monnaie, mais du coup, celle-ci n'a plus aucune assise physique. Non seulement elle n'a plus aucune assise physique, mais comme l'a montré quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Nicolas Boulot, eh bien, mathématicien, qui est devenu un critique très féroce de l'économie néoclassique, en fait, si vous voulez, alors c'est plus compliqué, c'est toute la manière dont on a structuré les marchés, et lui, on sait quelque chose, parce qu'avec son labo de maths, dès les années 80, il avait contribué à ces instruments financiers. Eh bien, en fait, on a une volatilité des prix qui est extrême, et les prix n'ont plus aucune connexion avec la donne physique. Donc, notre économie, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, fait écran entre nous et l'état dégradé du monde que cette économie a fini par susciter. Voilà, donc merci. Je vous propose, je vous explique un tout petit peu le déroulé, la suite de cette assemblée. Donc, aussi, pour vous répéter très rapidement les buts de ces assemblées participatives, excusez-moi. Un des premiers buts, c'est de produire donc ensemble du contenu, des réflexions qui vont ensuite alimenter le théâtre des possibles. Donc, comme vous l'a présenté tout à l'heure Caroline, qui est l'épilogue de ce cycle. Donc, c'est un peu plus orienté pour les artistes et les scientifiques qui suivent le séminaire. Mais il a aussi 2 autres buts. Le premier, c'est donc de créer des échanges entre vous, le public, et aussi des experts. Et un deuxième objectif qui est plus orienté pour le public, qui était de décloisonner le savoir scientifique, de décloisonner le savoir académique, notamment sur les questions, sur les thématiques environnementales. Voilà, donc ce qui était pour les buts. Maintenant, rapidement, pour la suite du déroulé, donc on va faire une pause de 15 minutes, mais avant ça, je vais vous demander en sortant de prendre, vous verrez, il y aura aux 2 sorties des jetons à prendre. Donc il faudra prendre 2 jetons, un premier jeton blanc et un second jeton rouge qui sont dans 2 jarres différentes. Et ces jetons vont ensuite vous permettre d'être assignés à différentes tables. Donc on va descendre les gradins, donc n'oubliez pas de prendre toutes vos affaires avec vous. On va installer 12 tables, qui seront 12 tables de réflexion sur chacune une thématique différente. Donc vous voyez ici le plan, donc 12 tables, 12 thématiques. Et on va mettre une question, une méta-question projetée au tableau ici, sur laquelle vous réfléchirez. Et ce que je peux aussi vous dire, donc à chacune des tables, il y aura des facilitateurs de l'UNIL. Vous les voyez ici avec le t-shirt blanc et le point d'interrogation bleu, qui seront là pour vous cadrer un petit peu dans les discussions. Vous pourrez aussi leur poser des questions. Et le déroulé, c'est que chaque personne passera à 2 tables. Donc chaque personne sera vers 2 thématiques différentes. Le premier jeton, le jeton blanc, sera pour la première table. Et ensuite, après 25 minutes de discussion au sein de vos tables, vous serez assigné à votre deuxième table, qui est le jeton rouge. Alors, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que c'est clair?
Donc, n'oubliez pas, prenez bien toutes vos affaires. Et pour celles et ceux qui ne continueraient pas la soirée pour X ou Y raison, n'oubliez pas de ne pas prendre de jetons, puisqu'on utilisera à chacune des séances. Juste avant, je voudrais quand même présenter Gabriel Salerno est un doctorant brillant qui va très prochainement soutenir sa thèse, et c'est lui qui fait le lien, enfin qui est le go-between entre les artistes, les experts, etc. Et lui et moi, pendant que vous allez travailler aux tables rondes, nous sommes censés vous espionner pour essayer de capter comme ça des choses que vous voudrez bien nous dire. On ne va pas faire une restitution, c'est pas possible. Vous êtes trop nombreux, il y a beaucoup de tables, mais en tout cas pour relever des choses que vous trouvez, vous, particulièrement saillantes, qui pourraient faire une espèce de petite synthèse qu'on ferait ensemble à la fin. Voilà, merci.